Ok, bonjour encore la famille et merci encore pour cette chaleur, pour cet accueil que vous m'accordez encore en ce dimanche. Bon, si j'ai décidé encore de venir vous parler dans cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de me concentrer un peu sur mes frères, sur les subsahariens comme moi qui se trouvent un peu de partout dans le monde, à tous ces combattants, à tous ces aventuriers qui ont décidé comme ça de donner de leur temps, de donner de leur vie pour pouvoir réussir. Voilà. Parce que je me rends compte tout simplement qu'à un certain niveau, nous n'avons pas toujours le courage de faire certaines choses, de dire certaines choses parce que nous nous trouvons quelque part où nous ne sommes pas. Alors si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est tout simplement, comme je voulais bien souligner, pour d'abord encourager mes frères. Ouais. Parce que mon souci maintenant, c'est de combattre, c'est de mener ce combat que beaucoup de nos frères, ils sont victimes un peu de partout dans le monde, quoi. Ouais. Parce que je ne vais pas vous mentir, la vie à l'étranger pour des subsahariens, pour des aventuriers et pour tous ceux-là qui quittent leur pays pour aller se chercher ailleurs, vraiment, c'est pas du tout quelque chose de très facile. Bon, avant de commencer cette aventure, moi, j'ai tout simplement décidé d'abord moi-même de vous donner mon propre parcours, oui, l'histoire de mon propre parcours, parce qu'il est vraiment, certes, un peu long, mais vous allez un peu souffrir de m'écouter parce que je pense qu'on dit, on presse toujours par le bon exemple. Oui, l'exemple vient un peu d'en haut, quoi. Je ne peux pas parler, par exemple, des autres sans toutefois parler de moi-même. Voilà pourquoi j'ai décidé par cette vidéo un peu de donner comme ça l'histoire de mon parcours pour que vous-même voyez comment les choses et du tout, c'est pas du tout très très facile, quoi. Bon, déjà, je dirais ceci, avant de se lancer dans une aventure, nous avons, c'est une idée d'abord que nous formons en nous, oui, psychologiquement, parce qu'on ne peut pas se lever un jour, du jour au lendemain pour dire qu'on va en aventure, mais c'est quelque chose qu'on prépare psychologiquement, financièrement, bref, avec tout ce que cela peut comporter. Donc pour moi, mon aventure, il a commencé depuis le Cameroun. Déjà, je suis camerounais. Moi, j'ai d'abord voyagé beaucoup dans mon esprit avant de commencer à traverser les frontières parce que il faut toujours aussi le noter, voyager, ce n'est pas seulement prendre la voiture, prendre le train, aller quelque part, mais même à travers nos idées, même à travers nos pensées, même à travers nos paroles, nous voyageons. Et oui. Donc, moi, j'ai commencé mon voyage depuis mon pays, quoi. Oui, et cela, ça date un peu je pense, depuis 2007, quand je faisais les petits voyages un peu dans les petits villages dans la localité où j'étais en Gaoundéré, plus précisément dans la région du Nord, au Cameroun. Donc, je faisais un peu des voyages en Gangha, à Belel, je ne sais pas, bref, les villages environnants, parce que déjà, moi, d'abord, moi, j'aime aussi ce qu'on appelle les voyages. Voilà. Et à travers cela, cette envie folle est venue en moi, quoi, de vouloir un peu découvrir davantage, de vouloir voir ce qui se passe aussi un peu ailleurs, quoi. Donc c'est dans cette optique-là que j'ai décidé un bon jour, bon, plus précisément en fin 2016, ouais, parce que c'est fin 2016 que j'obtiens mon passeport. Bon, et avec ce passeport, bon, je quitte de la ville où j'étais, je me rends du côté de Yaoundé. Bon, quand je me rends du côté de Yaoundé, je cherche à prendre par exemple un visa pour me rendre en Guinée équatoriale, étant donné que j'avais une fille que j'aimais très très bien en Guinée équatoriale et je savais qu'une fois là-bas, vu que je parle la langue, vu que j'ai un peu déjà de connaissances, l'intégration me sera un peu facile, quoi. Donc ce qui m'a motivé un peu à vouloir quitter ma ville pour pouvoir me rendre du côté de Yaoundé. Bon, j'ai passé pas mal de semaines à Yaoundé à vouloir chercher le visa, même comme ça un peu tardé. Bon, et aussi certains petits problèmes que j'avais, quoi. Bon, quand j'ai bien pu réunir tous les moyens qu'il fallait pour pouvoir me lancer alors maintenant dans mon aventure, le jour où il fallait partir même, j'ai été victime d'un coup de vol, d'un très très grand coup de vol. Donc ce qui fait que je me suis retrouvé avec tout ce que j'avais volé. Donc ce qui fait qu'il fallait repartir à zéro. Ouais. Imaginez-vous repartir à zéro. Donc mon ordinateur s'est vu voler, mon argent que je devais payer, le transport avec s'est vu voler et tout ce que cela comportait. Bon, Dieu merci, j'étais chez une tante qui me soutenait pas mal du côté de Yaoundé. Nous avons vécu un temps, malgré que ça n'a pas été facile les premiers temps. Mais comment est-ce que j'ai fait pour m'adapter? Tout simplement, les habits que moi j'avais achetés pour aller vêtir en Guinée équatoriale, par exemple, ce sont ces mêmes habits que j'ai recommencé à vendre un à un. Oui.
Parce que je me souviens ce jour, j'étais allé au marché Mokolo avec les habits que j'avais encore achetés au marché Mokolo même. Oui, ce sont ces mêmes habits que j'ai pris par l'aide d'un ami à Oussa qu'on l'appelle Youssoufa, que j'aime bien. Il m'a montré un peu les techniques de vente, comment est-ce que ça se passe du côté de Mokolo avec les ventes. Bon, c'est vrai pour un début, ça n'a pas été très facile, mais avec ce même pull, j'ai vendu, ça m'a donné, je pense que j'ai vendu à un truc de 1200 francs, quelque chose de ce genre. Donc, ça m'a donné l'argent un peu avec son aide. Je suis parti au triage. Il m'a montré un peu comment ça se passe. Et au bout d'un moment, bon, les choses, ça avançait petit à petit, quoi. Après un temps, j'ai pu passer au moins 2 mois comme ça chez ma tante. Après ces 2 mois, bon, étant donné, vu les circonstances aussi un peu de la vie, j'étais obligé de me déplacer pour aller vivre aussi chez un oncle. Ouais. Bon, je ne donnerai pas aussi tous les détails. Bon, si je dis que je vais rentrer dans tous les détails, jusqu'au fin fond, vraiment, c'est que la vidéo sera vraiment très très longue. Donc, c'est comme ça que je me retrouve avec cet oncle avec qui je vis aussi près de 3 mois. Dieu merci, en faisant comme ça 3 mois, ça m'a permis rapidement un peu de me lancer puisque je ne payais pas le local, la lumière, l'eau et rien. Bon, et puis j'ai pu profiter en ce moment pour pouvoir essayer un peu de garder quelque chose, quoi. Même comme la maladie ne laissait pas les circonstances de la vie. Mais qu'à cela ne tienne, on dit le bon Dieu il est fort, j'ai quand même pu tenir debout, j'ai pu garder quelque chose jusqu'à peut-être après 3 à 4 mois de cohabitation avec cet oncle. Bon, je pouvais un peu maintenant voler de mes propres ailes, quoi. Je suis allé me trouver moi-même maintenant un local que je payais dans le quartier à Mendon plus précisément. Et là-bas, je faisais toujours mes petits business, je me battais pas mal comme je pouvais le faire. Bon, Dieu merci, avec un peu de courage, avec beaucoup de travail, avec la foi que j'avais, j'ai recommencé à faire mes petits voyages. Ouais. Et cette fois-ci, imaginez-vous, où est-ce que je faisais maintenant ce voyage? C'était du côté de Kiossi. Kiossi, c'est la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Voilà. Et étant là-bas, je tendais un peu les connaissances. De là-bas, je pouvais facilement aussi rentrer au Gabon puisque j'avais un passeport. Quand j'arrivais même déjà bien à la frontière de la Guinée, je déposais même le papier, on me délivrait un petit laissez-passer. Je pouvais partir, je fais mes achats comme je fais en Guinée équatoriale et puis je ressors au Gabon. Bon, j'ai fait cette route aussi pendant près de 8 mois. Après 8 mois donc, de travail à peu près comme ça, j'ai donc décidé aussi, par l'intermédiaire d'un monsieur, d'un docteur, si je peux dire ça, oui, c'est un docteur, oui, de profession zaïrois, l'ex-Zaïre, dans la République démocratique du Congo. Oui, c'est lui qui m'a conseillé, bon, puisqu'on a aussi eu à vivre un certain temps ensemble, puisque dans mes débrouillardises, j'étais aussi un peu tombé malade et c'est ce monsieur qui m'a soigné. Oui, donc durant mes soins, on conversait un peu de temps en temps, puisqu'il savait que moi je voulais me rendre en aventure, quoi. Donc la première des choses, je voulais d'abord me rendre au Congo Kinshasa, comme je sais que, bon, avec lui il était de Congo Kinshasa, et je m'apprêtais aussi à prendre un visa. Bon, comme les choses n'ont pas marché, et c'est même lui qui me conseille en disant ceci, non, mais au lieu de gaspiller de l'argent pour prendre un visa, je te propose plutôt, comme vous êtes un peu plutôt frontalier avec le Congo-Brazzaville, c'est un peu plus facile pour toi. Et maintenant, une fois au Congo-Brazzaville, plus précisément du côté de Brazza, tu peux facilement traverser l'eau. Et c'est comme ça que j'écoute son conseil, c'est comme ça que je continue ma route, je poursuis mon voyage, je poursuis mon aventure. Ouais. Ça, c'était vraiment quelque chose pas du tout facile. Je poursuis mon voyage. C'est comme ça, je fonce du côté de Bolova. De Bolova, je fais quelques jours, puisque j'avais un peu de marchandises, puisqu'il fallait survivre aussi. C'est comme ça, je fonce du côté de Ndjoum. De Ndjoum, je prends les renseignements et puis allez, ciao. J'étais comme ça déjà du côté de Ntam après quelques jours. Ntam, c'est déjà la frontière entre le Congo-Brazzaville et le Cameroun. C'est donc comme ça que je me suis retrouvé du côté de Ntam. On a dormi le soir puisqu'on étions arrivés autour de 18h, quelque chose, on ne pouvait pas traverser la frontière. Et c'est comme ça que le lendemain, on a pu traverser. Allez, ciao. C'était comme ça, c'était fini avec le Cameroun. Donc j'ai traversé le Cameroun officiellement comme ça le 8 juin 2017. Donc je me retrouve comme ça au Congo-Brazzaville où je passe quelques jours à Ouesso. De Ouesso, je fais 2 jours à Ouesso, je pense. Après le lendemain, je monte à Brazzaville. De Brazzaville, puisque je n'avais pas de connaissances,
par l'intermédiaire d'une connaissance que ce docteur avec qui je vivais à Yaoundé, qui m'avait suivi à Yaoundé, m'avait passé. Bon, on se rencontre à Brazzaville. Ne pouvant pas m'accueillir à Brazzaville, c'est comme ça que je dors dans une agence de voyage, Océan du Nord. Oui, je pense que c'est Océan du Nord là-bas à Brazzaville. Et c'est comme ça le lendemain. Oui, parce que lui aussi m'a confié chez une soeur. C'est comme ça que j'ai dormi là-bas. On l'appelle Lydia Peya, une amie que je salue aussi d'ailleurs. C'est comme ça que le lendemain, je me suis retrouvé dans une agence je pense d'Océan du Nord. J'ai payé j'ai coupé mon ticket qui allait tout droit à Pointe-Noire. Oui, Pointe-Noire. Puisque de Pointe-Noire, tu pouvais facilement te rendre en Angola. Parce que ma destination finale, quand j'ai quitté finalement le Cameroun, c'était l'Angola. Bon, donc du coup, je me retrouve du côté de Pointe-Noire. J'ai fait tout le long du voyage, j'ai vu comment tous les tracasseries, comment les trucs pouvaient se passer en route. Bon, Dieu merci, j'ai quand même pu supporter et surmonter toutes ces épreuves-là. Je me suis retrouvé à Pointe-Noire où j'ai fait près de 1 an, 7 mois. Voilà. C'est vrai, pour un début, ça n'a pas du tout été toujours facile. Vous savez, si quelqu'un vous dit dans la vie, il a réussi aussi facilement, il faut prendre cet homme pour un voleur. Dites-vous tout simplement que ce monsieur c'est un voleur parce que tout ce qu'on veut obtenir dans la vie, on reçoit d'abord ce qu'on appelle le baptême. Oui, on reçoit d'abord ce qu'on appelle le baptême et vraiment il faut traverser les étapes pour pouvoir atteindre certaines choses. Donc, durant ces 1 an, 7 mois, j'ai d'abord galéré quelques mois, Dieu merci, étant là-bas. Bon, avant d'arriver là-bas, au cours de mon chemin, j'avais rencontré un Ouest-Africain guinéen qui avait vu d'ailleurs comment moi je me comportais avec les policiers, par exemple en route. Oui, lui-même, il a essayé un peu d'adopter le même système. Quand on est arrivé à destination, vous voyez comment Dieu fait les choses. Il me demande, puisqu'on est descendu du bus, il me demande, ah mon frère, mais tu prends quelle direction? Je lui ai fait comprendre, mon frère, là tu vois là, ils viennent d'arriver au Congo Brazzaville. Je ne sais pas s'il faut monter, s'il faut descendre, je ne connais personne. Ah, Dieu merci. Et lui aussi, sa femme venait de voyager, puisque lui, il était au Congo déjà depuis. C'est comme ça qu'il me propose donc de passer 4 nuits chez lui, puisque nous étions le jeudi. Or, sa femme était censée revenir le lundi. Donc, c'est comme ça que je passe un bon nombre de temps chez lui. Et pendant ce temps, étant chez lui, il me met aussi en contact avec maintenant un fils congolais avec qui nous avons échangé, nous avons fait connaissance au point où, quand bien il fallait maintenant quitter chez ce Guinéen qui m'avait hébergé. Bon, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec ce Congolais, ce fils du pays même, avec qui on a fait 4 mois. Et maintenant, durant les 4 mois, il fallait que je dépose un peu les demandes partout, puisque moi je fais dans l'animation. C'est ça que j'exerçais par exemple au Cameroun, un peu dans l'animation. Oui, c'est avec ça que je suivais quoi. Donc, on a déposé les demandes un peu de partout, ça n'a pas donné, mais on n'a pas baissé les bras. La preuve en est que, bon, peu de temps après, Dieu faisant, il ouvre toujours les portes aux gens et c'est comme ça que je me suis retrouvé comme ça dans un restaurant. Par ma curiosité quoi, parce que je marchais beaucoup pour chercher le boulot, ça il faut le dire, je marchais vraiment beaucoup. Et c'est comme ça qu'un jour je me suis retrouvé dans un restaurant pour manger un plat. C'est un restaurant qui était encore en voie d'ouverture, donc eux ils servaient à la terrasse quoi. J'ai essayé un peu de voir le système, par curiosité j'ai essayé un peu de voir le boss, j'ai essayé un peu de voir comment les choses se comportaient. Et puis, toujours dans mes débrouillardises, il y a un marché où je me débrouillais, je vendais des sacs que les femmes font le marché avec là. Et c'est comme ça, un jour, par coïncidence, j'ai rencontré le patron de ce restaurant, on a essayé un peu d'échanger. Bon, puisque j'avais déjà mangé dans son restaurant, ça me plaisait très bien. C'est comme ça qu'on a essayé un peu d'échanger et il m'a demandé de passer au restaurant. Oui, c'est là où j'ai décroché par exemple un emploi après entretien quoi. J'ai obtenu un emploi là-bas. Bon, là-bas, on a travaillé. J'ai fait 1 semaine, j'ai fait café, j'ai fait une bêtise. Il m'a renvoyé à la maison. Mais quelques temps après, 1 semaine après, il m'a rappelé. Je suis venu, j'ai continué mon travail. Et maintenant, 1 mois aussi après, ouais, ça n'allait pas toujours. J'étais obligé d'abandonner parce que les conditions, j'en avais marre. Je fais qu'on me crie dessus. Patrick, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, ça ne me plaisait pas du tout quoi. Parce que moi, j'aime d'abord être indépendant. Donc, du coup, c'est dans cet ordre-là que moi, j'ai quitté. Et quand je quitte comme ça,
je me retrouve, puisque j'habitais pas mal loin du fond, pas loin, non loin du fond Tchétché quoi. Un marché de la place, oui, un grand marché de la place. Et aussi avec, en marchant un peu, en faisant mes marches, je tombe comme ça sur des connaissances camerounaises. Et je tombe par hasard aussi sur un grand frère comme ça qui a un grand frère qui est par exemple au Canada et qui envoie souvent les ballons d'habits. C'est comme ça qu'un jour il ouvre un ballon, lui et moi, je l'aide un peu à bazarder quoi, à vendre. Bon, le reste c'est ça qui m'a déposé, oui, puisqu'il ne savait pas quoi faire du reste. Et je me suis servi de ces restes-là pour construire un capital parce que j'ai pris à travers ces restes-là. Pour lui, il avait déjà jeté. Mais moi, j'ai pris ces ordures-là pour faire ma part de capital avec. Donc, j'ai commencé peu à peu. J'ai vu comment ça se passait un peu dans le business de la friperie. J'ai mis un peu mon esprit là-bas puisque c'était désormais ce sur quoi je pouvais me concentrer pour avoir quelque chose, quoi. Donc, j'ai essayé un peu de concentrer mon énergie là-bas. Malgré que je n'avais pas de place où vendre, j'ai commencé à me battre comme je pouvais. Il fallait cibler quand quelqu'un n'est pas encore arrivé pour installer son fer, puisque là-bas, on fonctionne en système de fer. Tu as un fer, il y a un CSO tout autour, tu accroches tes cintres et puis tu les vends. Donc, c'est comme ça, j'étais obligé de venir très tôt en matinée. Quand le propriétaire de la place n'est pas encore là, tu installes, tu vends. Quand les trieurs là, ils viennent, ils trient ce qu'ils vont trier pour aller travailler et aller aussi revendre. Donc, j'ai essayé un peu de faire ça pendant un certain temps. Bon, et après un moment, bon, je sais pas, j'ai dû un peu abandonner, oui, j'ai dû un peu abandonner et je me suis lancé. Et bien avant cela, excusez-moi un peu, bien avant cela, quand je suis quitté du restaurant, après avoir gaffé pour la deuxième fois, c'est comme ça que, avec ce que j'avais eu comme paye, comme 50 000 francs, j'avais avancé un local où je devais normalement loger. Oui, et c'est comme ça que la dame chez qui j'avais avancé l'argent de mon local, elle m'a bouffé cet argent. Oui, parce qu'elle se disait femme de colonel, elle se permettait tout, elle se croyait tout permis quoi. Donc elle a bouffé mon argent, elle m'a trimballé jusqu'à ce que l'affaire était même finie à la police. Donc pendant ce temps, il fallait que je survive aussi. Donc avec le peu de capital que j'avais dessus, j'ai commencé aussi à faire comme des trieurs. J'ai pris des pantalons, je travaillais dessus, je travaillais et comme ça, bon. Avec les hauts et les bas que cela comporte, les critiques de part et d'autre, le marché qui va un peu lent. Donc j'étais obligé de jongler comme ça. Bon. Mais au fil du temps, c'est là où maintenant je suis rentré. Un jour dans mes marches, je rentre au fond de Tchétché, je rencontre ce grand frère-là, dont je vous ai parlé un peu bien avant. Il a déballé ce ballon et puis le reste, il me l'a gratifié quoi. Je me suis basé sur ça pour me construire un capital. Voyez-vous un peu? Donc à travers ce capital, j'ai commencé un peu à développer le système, développer. Là, je rentre dans la friperie officiellement en novembre. En novembre, je commence à développer un peu le système pour voir ce que ça pouvait donner. J'ai vendu, je gardais un peu de capital. Je n'avais pas encore très bien la notion du commerce, de comment est-ce que ça pouvait se passer quoi. Donc, quand j'ai fini ce que lui m'avait gratifié, je suis aussi rentré un peu dans le triage, je travaillais les pantalons, je vendais. Jusqu'à un certain moment, bon, j'ai vu que à ce rythme-là, je ne pouvais pas m'en sortir quoi, parce que c'était trop de tracasseries, trop de souffrance. C'est vrai, partout il y a la souffrance, mais moi j'ai essayé un peu de réfléchir davantage. Là maintenant, j'ai pris quelque chose comme 2500 francs. Là-bas, il y a une sorte d'habit que quand les gens vendent jusqu'à ce que ça reste, on appelle ça les déchets, dans la poubelle. Ce sont ces déchets-là encore que moi je prenais et que moi je transformais. Même si je vendais à 100 francs, il y a des femmes, il y a des gens qui achètent des habits aussi là-bas à 100 francs. Donc, même ces 100 francs-là, pour moi, c'était déjà largement suffisant. Donc, 2500, ça me donnait 4000, 4000, ça me donnait 5000, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai commencé à monter, malgré le fait que je n'avais pas de place où vendre. Bon, je me suis quand même approché, il fallait que je m'organise, me réveiller tôt et voir tout ce que ça pouvait donner. Je me suis battu comme ça jusqu'à ce que novembre et décembre, j'ai pu quand même garder comme 100 000 francs de bénéfices. Voyez-vous un peu en un mois, oui, en un mois, 100 000 francs de bénéfices. Et puisque là où j'étais, j'avais versé la caution, la fin du mois, il fallait déjà payer. Donc, ce que moi j'ai eu comme bénéfice, qu'est-ce que j'ai fait? Le chez moi n'avait pas de plafond, c'était totalement ouvert, c'était un peu très bizarre quoi. Ce que j'ai eu comme bénéfice, j'ai essayé un peu d'arranger ma chambre, mettre un peu le nécessaire. Et à la fin du mois, il fallait encore payer. Donc c'est comme ça, comme j'avais déjà couvert ce côté, j'étais obligé encore de voir comment
il fallait m'organiser pour la maison et puis avoir un petit capital pour continuer à tourner avec. Donc, toujours dans mes débrouillardises, c'est comme ça que j'ai pu quand même en sortir. Janvier, je lance, vous-même vous savez comment le janvier est très très dur partout chez nous en Afrique subsaharienne. Donc, mes cassés là n'étaient, je me suis accroché à ma vente, j'avais foi en ce que je faisais et c'est comme ça, boum, en l'espace de un an, donc disons de décembre à décembre, j'ai quand même pu faire un chiffre de au moins 1 million et plus dans mon compte. Et dans mes ventes durant cette période, donc de décembre à décembre, j'ai croisé pas mal de Camerounais. J'ai croisé aussi une sœur qu'on appelle Flora, une grande sœur qui m'a aussi d'ailleurs beaucoup soutenu. Et puis, elle a sa petite sœur qui vit du côté de la Libye. Bon, sa petite sœur, elle vivait chez un passeur qui vit en Libye et ce monsieur était censé lui faire traverser. Donc c'est comme ça, comme il causait chaque temps et comme elle savait que moi je voulais, et comme Flora savait que moi je voulais aller en Europe, par exemple, c'est comme ça, elle m'a mis en contact avec sa soeur. C'est comme ça, un 23 décembre, oui, je me rappelle, le 23 décembre 2018, je prends un avion qui me jette du côté du Bénin et maintenant du Bénin, je continue mon voyage vers le Niger. Je traverse, j'entre à Tamaracet où j'étais censé arriver le premier. Et évidemment, le premier, bon en fait, je traverse le Niger, j'ai fait une semaine au Niger, plus précisément à Tawa. Oui, plus précisément à Tawa. Et le 30 décembre, c'est comme ça, on décolle. Et j'arrive à Tamaracet le 31 décembre, oui, où j'étais censé quitter le premier. Bon, étant donné que c'était la période de l'hiver, le monsieur chez qui je suis parti m'a conseillé en disant mon petit, je ne peux pas te mentir, mais à ce moment, la Libye c'est un peu un trou. Donc si je ne peux pas prendre le risque de t'envoyer dans l'eau pour mourir. Ah, j'ai aussi écouté son conseil. Parce que on dit, il y a un proverbe chez nous qui dit c'est qu'un grand-père vont étant assis, même toi le jeune, même si tu es debout, placé comment tu ne pourrais jamais voir. Donc c'est comme ça, j'ai fait près de 6 mois en Algérie et pendant ces 6 mois, Dieu merci, j'ai pu acquérir encore une autre connaissance dans un autre domaine, donc la menuiserie. Oui, la menuiserie, c'est là où j'ai appris à faire comme ça de la menuiserie. Dans cette menuiserie-là, je me battais pas mal, oui, pas mal quoi. Et j'ai pu garder un peu d'argent qui m'a fait, après 6 mois, je me suis retrouvé un peu, j'ai continué sur mon voyage quoi, puisque je ne pouvais plus passer par la Libye, étant donné que pour moi, je voyais ça un peu très dangereux. C'est comme ça que j'ai continué mon voyage. J'ai continué ma route, j'ai fait une semaine à Oran. De Oran, j'ai cherché la route par un passeur, par l'intermédiaire aussi d'un passeur, je me suis retrouvé du côté du Maroc, où je vis en ce moment et que j'ai dit grand merci à tous les Marocains, merci à Dieu, parce que jusqu'à dès lors, je suis toujours en santé. Et puis, c'est pas facile, mais je m'accroche parce que la vie au Maroc, c'est toute une autre réalité. Je ne vais pas vous mentir et je ne décourage personne via cette vidéo, mais je vais tout simplement vous faire comprendre que le rêve que les patients nous font vivre vraiment, que ce soit du côté du Maroc, de la Libye, de la Tunisie, de l'Égypte, bref, de tous ces pays subsahariens, vraiment c'est de la mer, c'est de la foutaise, tout ce qui les importe. Moi, je laisse-moi vous dire, c'est tout simplement de l'argent parce que si tu arrives par exemple dans un pays comme le Maroc ou bien la Tunisie ou bien l'Algérie et que tu ne prends pas conscience de certaines choses, parce que qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience, c'est du fait que moi j'ai tenté plusieurs fois l'eau. Il n'y a rien de plus, je ne sais pas, de plus attristant, qui fait plus peur d'être assis sur l'eau comme ça là. C'est quand tu es assis quelque part en plein milieu de la mer, c'est là où tu vas voir l'importance de la terre. Tu vas prier par tous les dieux, juste toucher la terre. Vraiment, les frères, je ne veux pas vous mentir. Notre position là où on est, vraiment, c'est pas donné à n'importe qui, sérieusement. Mais pour ma part, je ne décourage personne, je dis encore cela, mais c'est quelque chose de pas du tout très très facile. Je me rends compte tout simplement que là où nous nous trouvons, Dieu nous a donné tout, pourquoi nous épanouir. Mais pourquoi chercher à, je peux dire, tuer nos frères? Oui, ça je pourrais dire comme ça, excusez-moi du terme. Je ne sais pas, je ne peux pas contrôler
tout ce qui se passe autour de moi. De même, je ne peux juger personne, mais chacun est maître de ses actes. Vous comprenez un peu. Moi, à un niveau, je suis obligé de prendre conscience de tout ce qui se passe. Sérieusement parlant, je suis obligé de prendre conscience de tout ce qui se passe. Parce que je me suis rendu tout simplement compte que peu importe là où on se trouve. En fait, mon objectif d'abord, en sortant du pays, c'était quoi? Aller faire valoir mes compétences ailleurs. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je me rends tout simplement compte que ces talents que je cherche à les faire valoir ailleurs là, pourquoi est-ce que je ne peux pas aussi les faire valoir dans mon continent? Pourquoi est-ce que je ne peux pas utiliser de ces talents-là pour aider mes frères aussi à pouvoir sortir de leur sommeil dans lequel ils dorment depuis fort longtemps? Parce que je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas, mais mon souci, mon message dans cette vidéo, c'est pour que ça touche bon nombre de personnes, pour que chacun de nous puisse essayer un peu de prendre conscience. Vous savez, on dit quelquefois dans la vie, pour pouvoir évoluer, il faut d'abord se rendre compte, oui, de la situation actuelle dans laquelle on vit. C'est quand tu te rends compte que tu es tombé, je peux dire comme ça, que tu es tombé, que tu peux voir comment faire attention pour ne plus tomber. Parce que je prends cela d'où j'ai lu l'œuvre d'un motivateur, de Laurent de Brunel, où vous allez un peu m'excuser, je vais essayer de pouvoir chercher un peu ce paramètre là, où il dit ceci. En fait, quand même, pour moi, j'ai juste compris que la lecture, c'est quelque chose qui est un peu très primordial et très important pour nous. Parce que en lisant, Albert Camus nous avait tout simplement dit que la littérature est une fenêtre par laquelle l'on s'évade. Oui, eh bien, moi, je pense vraiment que la littérature est une fenêtre par laquelle l'on s'évade exactement. Vous savez, dans la vie, et pour nous, surtout subsahariens qui vivons au Maroc, là, on peut toujours bien réussir au Maroc, on peut toujours bien réussir en Tunisie, on peut toujours bien réussir en Égypte, on peut toujours bien réussir, peu importe dans n'importe quel pays où on se trouve. Mais le problème c'est quoi? Il faut d'abord prendre conscience de la situation. On dit, Toby Collins dit ceci, le problème de connaître quel est le problème est le problème. On ne peut pas vous coller une image si vous-même n'acceptez pas d'abord cette image-là. Oui, si on vous colle une image et que vous, intérieurement, vous dites que cette image-là, ça ne me ressemble pas, ça ne vous ressemblerait pas. Mais si on vous colle une image et vous prenez cela pour pouvoir vivre avec, ça veut dire que vous-même, vous acceptiez d'abord vivre avec cette image-là. Donc mon message à travers cette vidéo, les frères, c'est juste pour nous amener à prendre conscience de certaines choses qui se passent autour de nous. Ouvrons un peu les yeux vraiment. Oui, partout on peut réussir, partout on a des opportunités. Le bon Dieu nous a donné comme ça cette mobilité-là. Et de pouvoir nous réussir, tout ce qui nous entoure peut nous donner de l'argent. Oui, même en balayant juste une rue, tu peux avoir de l'argent. Parce que même en vendant, même si c'est les feuilles de quoi, tu peux avoir de l'argent. Même si c'est, je ne sais pas, tu ne peux pas quand même sortir, tu peux même dire que tu vas sortir de chez toi, marcher du matin au soir et rentrer sans avoir une opportunité, sans trouver une occasion quelque part. Parce que même le simple fait de dire bonjour à quelqu'un peut t'amener des opportunités, peut t'ouvrir des portes. Même le fait juste de sortir, en sortant par exemple de l'église, de t'attendre, de serrer la main, de sympathiser avec des gens, d'aller t'asseoir quelque part et prendre un café, de tendre un peu, de causer avec des gens. Ça te permet un peu de te détendre, de changer d'idée. Vraiment, donc vraiment, j'ai un peu l'impression je vois un peu nos grands frères. Je dis cela pourquoi? Je vois un peu nos grands frères qui se retrouvent par exemple dans tous ces pays aujourd'hui là et qui se disent par exemple que tout est fini. Parce que tu vas voir quelqu'un qui a eu à passer 10-15 ans quelque part et il tourne en rond. Il tourne en rond tout simplement pourquoi? Parce que moi je me dis ceci, c'est une question du manque de confiance en soi. Oui, c'est une question de manque de confiance en soi. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à retrouver voilà. Toby Collins dit ceci, le manque d'estime de soi nous empêche d'accéder à nos ressources. Par contre, la connaissance de nos ressources développe l'estime de soi. Donc ça veut dire qu'en reconnaissant d'abord qui tu es toi-même, au plus profond de toi-même, quand tu creuses au plus profond de toi-même, c'est là où tu trouves la réponse de ce que tu es en train de chercher plus réellement. Donc vraiment, arrêtons un peu de nous sous-estimer. Donc je vais un peu m'arrêter à ce niveau et tout en vous disant ceci. Moi je veux me battre à ce que maintenant, un peu toutes les semaines, moi j'ai décidé de mener un peu ce combat-là pour essayer de ma part, de mon côté, d'aider mes frères, aider un peu mes frères qui se trouvent un peu de partout dans le monde et qui se disent par exemple que tout est fini pour eux parce qu'ils ont fait 5, 10 ans, 15 ans sans retourner au pays, sans rien envoyer, sans rien construire. Donc bref, sans même construire une vie. Juste pour leur faire comprendre que tout est encore possible, étant donné que
si déjà on prend conscience de notre situation présente, à travers cette prise de conscience-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Oui. Le tout d'abord, le problème le plus important, le facteur le plus important, c'est d'abord prendre conscience de soi, de la situation dans laquelle on vit. C'est par rapport à ça qu'on peut solutionner beaucoup de choses. Donc, moi, pour ma part, je veux essayer un peu de voir comment... Il y a beaucoup de thèmes sur lesquels nous allons désormais échanger. En fait, échanger pour voir comment, de temps en temps, chacun peut peut-être tirer sa part d'épingle du jeu. Donc, si dans cette vidéo, désormais, j'ai manqué de dire quelque chose à ce qui concerne, par exemple, les subsahariens et que vous pouvez aussi notifier en commentaire, n'hésitez pas de le faire parce que il y a un adage qui dit ceci: une seule main ne peut pas attacher un fardeau de bois. Je sais que ce message que je passe aujourd'hui là est valable pour beaucoup de personnes et je sais que beaucoup se sentent concernés à travers ce message parce que je ne veux pas vous mentir, il y a beaucoup de nous qui ont pas mal d'ambition, de rêves, de projets dans le cœur, dans le ventre, mais ils sont étouffés, ils ne peuvent plus exprimer parce qu'ils sont bloqués quelque part. Oui, ils ne peuvent plus l'exprimer, ils se disent que non, là où ils sont, ils ne peuvent pas exprimer leur talent, leur savoir-faire. Mais moi, je vous dis complètement, c'est archi faux. Tant qu'on vit, tant qu'il y a la vie, on dit qu'il y a espoir. Parce que tant que le bon Dieu nous donne le souffle de vie là, on peut faire trop de choses. Même à 100 ans, même à 70 ans, on peut avoir ce qu'on cherche, ce qu'on mérite. On est vraiment appliqué dans ce qu'on veut. Moi, par exemple, au Congo, j'ai vu un papa de 76 ans être multimillionnaire. 76 ans en jouant au Paris multi-urbain congolais. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il a passé toute sa jeunesse. Il n'a rien eu. Mais en ayant la foi à ce qu'il faisait, le bon Dieu l'a béni jusqu'à 76 ans là. Bon, maintenant s'il a la tête, vous voyez un peu. Ce qui est sûr, ça va lui permettre de rattraper pas mal de choses. Bon, mais il ne se fait jamais tard dans la vie. Donc c'était un peu le message que j'avais à vous